La révolution numérique est en marche et pas question pour Emmanuel Macron d'en être le spectateur impuissant. Le ministre de l'économie veut saisir les opportunités de ce secteur en encourageant notamment le travail indépendant. Un projet de loi est attendu pour janvier. Jérôme Rabier et Géraldine Bavoileau. La loi Macron version 1 voulait lever les blocages dans l'économie traditionnelle. La version 2 se consacrera au même problème mais dans l'économie numérique. Une loi baptisée Noé pour nouvelles opportunités économiques viendra acter cette nouvelle révolution industrielle. C'est une révolution technologique, c'est une révolution d'usage, c'est une révolution qui vient bousculer les frontières et qui change la façon d'innover, la façon d'entreprendre, la façon de produire, qui parfois fragilise les modes d'organisation au sein de l'entreprise, de la société. Et ces changements, ça n'est pas le gouvernement dans son coin qui peut les penser tout seul. Le ministre de l'économie a donc écouté ce matin des entrepreneurs, des chercheurs, des acteurs de ce nouveau marché pour évoquer notamment les barrières à lever et qui freinent le développement de la France dans ce domaine. Un texte est en préparation en s'appuyant sur le rapport co-rédigé par Nicolas Colin. Ces innovations dans un pays comme la France ne peuvent pas prospérer compte tenu de barrières réglementaires. Donc il faut absolument soit abaisser ces barrières, soit aménager des périmètres d'expérimentation qui permettent aux nouveaux modèles d'affaires et aux nouvelles activités de s'amorcer, de prouver leur utilité sociale et de se développer à plus grande échelle. Un objectif partagé par le gouvernement qui ne veut pas d'a priori sur le sujet. Je ne sais pas quelles sont les bonnes réformes sur ce sujet. Peut-être que même il n'y en a pas. Peut-être que les choses se font seules. Ce que je sais, c'est que notre responsabilité, c'est d'abord de le comprendre. Une volonté d'écoute qui se prolongera jusqu'en décembre pour arriver à présenter en janvier un texte consensuel dans l'espoir d'éviter les soubresauts de la première loi Macron, marquée par l'utilisation de l'article 49.3 à l'Assemblée, faute de majorité. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 consacré aux nouvelles opportunités économiques contenues dans le projet de loi Macron 2 avec nos invités sur ce plateau ce soir. Tanguy Desandre, bonjour. Vous êtes président fondateur de Ma Place en Crèche. C'est le premier réseau de crèches d'entreprise. Vous êtes également membre de Croissance Plus. Merci d'être avec nous. J'accueille également Bruno Teboul. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine, co-auteur du livre Ubérisation égale économie déchirée aux éditions Kawa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Benoît Jardin est également avec nous. Bonsoir, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes spécialiste en droit social. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ce projet de loi Macron 2. Grégoire Leclerc est également sur notre plateau. Bonsoir. Vous êtes fondateur et président de l'Observatoire de l'ubérisation. Vous êtes également le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Merci à tous les quatre. Alors Tanguy Desandre, comment accueillez-vous ce projet de loi Macron 2? Est-ce qu'il répond finalement aux attentes des entrepreneurs numériques que vous représentez ce soir? Oui, je pense que c'est une très bonne chose que d'accompagner la numérisation. En ce qui concerne l'ubérisation, il y aura forcément beaucoup de choses à faire et on verra ce que ça va donner surtout. Oui, mais quand le ministre parle de corporatisme, est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, vous, au moment de vous lancer finalement? Oui, bien sûr, il y a toujours une crainte pour tout ce qui est ubérisation chez Ma Place en Crèche. On a proposé un service qui était meilleur pour les entreprises avec lesquelles on travaille, pour les crèches, pour les familles. Et pourtant, il y a eu quelques réticences. Ouais. Une réaction peut-être, vous, Bruno Teboul. Est-ce qu'il faut avoir peur finalement des propositions d'Emmanuel Macron ? Pas forcément en avoir peur. Maintenant, effectivement, on va attendre peut-être que les choses se précisent courant décembre et en janvier. Il y a de bonnes idées, ça va sans doute dans le bon sens. Maintenant, effectivement, ça ne peut pas être pour moi au détriment du salariat, des droits des salariés, d'une part. Et en même temps, je pense que l'innovation ne peut pas être le seul remède à tous nos maux, à tous nos problèmes. Donc il faut faire attention à cette attitude un peu béate vis-à-vis de l'innovation technologique. Voilà, je serai un peu plus critique. Ouais. C'est vrai, Grégoire Leclerc. La lutte contre le chômage ne peut pas exclusivement passer par ces nouvelles opportunités économiques proposées, offertes par l'industrie du numérique. Oui, mais d'ailleurs, je ne crois pas que c'est ce que dit exactement Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a le mérite, et je crois que c'est à souligner parce que c'est assez rare, il a le mérite de, pour une fois, construire un projet de loi avec les entrepreneurs, avec la société civile, avec tous ceux qui ont un avis, plus ou moins autorisé, mais au moins un avis du quotidien sur ce qui se passe vraiment dans notre économie d'aujourd'hui. Et à la grande différence de l'immense majorité des projets de loi qu'on voit sortir du chapeau des législateurs qui ont l'essence infuse, hein, comme chacun sait, et ben, pour une fois, Emmanuel Macron commence à dire on fait un constat ensemble, on rassemble 300 personnes à Bercy, on discute ensemble de tout ce qu'on peut faire sur l'économie,
on se met ensemble autour de la table pendant 2 mois, et au bout de ces 2 mois, il y a un constat qui va émerger, qui va dire peut-être on pourrait faire telle ou telle proposition. Donc rien que dans la méthode, je trouve que c'est très intéressant et c'est sans doute porteur d'espoir que voilà, jusqu'à présent, j'ai pas vu beaucoup ailleurs. Ouais. Benoît Girardin, porteur d'espoir, mais aussi peut-être vraiment bouleversant pour l'économie française. Est-ce qu'il faut aussi peut-être réadapter, réinventer le modèle de protection sociale qui va avec ? Alors, le problème de protection sociale, là, vous posez un problème en réalité de finances publiques, puisqu'effectivement, si l'on compare ce que coûte en prélèvement obligatoire un contrat de travail et ce que coûte en prélèvement obligatoire un auto-entrepreneur, on est très, très, très éloigné. Donc, il est évident que développer ces statuts d'auto-entrepreneurs, une des raisons pour lesquelles ils sont intéressants, c'est qu'ils sont beaucoup moins onéreux qu'un contrat de travail sur lequel on paye des charges sociales salariales et patronales, mais bien évidemment, vous avez moins de services et ou de garanties en échange. Ouais. Tanguy de Sandre, c'est vrai que voilà, ça c'est aussi la nouveauté de ce texte présenté ce matin. La gauche qui, petit à petit, est séduite par ce statut de l'auto-entrepreneur. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense que ça dépasse largement les clivages politiques. De toute façon, c'est une tendance de fond que d'avoir des entreprises qui proposent au grand public de travailler pour elles ou pour le grand public directement. Donc il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit partisan de droite ou de gauche. Ouais. Ça va rimer peut-être avec une précarité plus grande de la société aussi si on développe ce statut d'auto-entrepreneur. C'est vrai que pour moi c'est un peu inévitable, c'est-à-dire qu'on assiste finalement à une forme d'intermittence un peu généralisée, c'est-à-dire que le statut d'auto-entrepreneur était un peu en berne, moins de 14% effectivement d'enregistrement. Donc peut-être que le gouvernement Macron veut effectivement remédier à ce problème du chômage, mais le problème de l'emploi et du chômage ne passera pas encore une fois par la création de statut de type indépendant ou d'auto-entrepreneur. Je pense qu'il y a une vraie réflexion beaucoup plus profonde à mener, non pas sur l'emploi, sur le chômage, mais sur le travail, parce qu'on sait très bien que l'innovation, elle produit ce qu'on appelle des externalités positives, c'est-à-dire des choses qui vont effectivement permettre à des entreprises de créer de la valeur, bien plus performantes d'ailleurs. L'innovation, souvent, elle s'accompagne de performances radicales quand elles sont issues de l'innovation radicale ou innovation de rupture. Et je pense que le salariat peut encore avoir sa place, mais que malheureusement, dans les 10 années qui viennent, nous allons essuyer effectivement pas mal de pertes d'emplois sèches. Moi, je parle de disruption, donc d'innovation disruptive et donc de disruption destructrice d'emplois, parce que toutes les études sérieuses, MIT, Oxford, qui plaident aujourd'hui pour malheureusement beaucoup de réserves. Quant à l'avenir des emplois, on parle de 3,5 millions d'emplois malheureusement détruits à l'horizon 2025 en France, donc ça donne à réfléchir. Ouais. Grégoire Leclerc, ça peut être un effet pervers finalement, à force de vouloir trop développer le statut d'auto-entrepreneur, d'avoir un effet de destruction d'emplois. Alors je pense que c'est un peu... Non, c'est pas le régime de l'auto-entrepreneur qui va détruire des emplois, mais effectivement c'est lié. C'est-à-dire que plus on aura besoin de flexibilité, plus on sera confronté aux problématiques de coûts des charges sociales, des charges patronales et salariales dans les entreprises, plus les entrepreneurs se tourneront vers des solutions de flexibilité, et notamment vers celle du régime de l'auto-entrepreneur qui a fait ses preuves. Effectivement, 1 million 100 000 affiliés en 6 ans, c'est du jamais vu. On fait figure d'exemple presque partout dans le monde. Ouais. Donc on voit bien que le régime de l'auto-entrepreneur a répondu à cette problématique de départ. Pour autant, on pourra avoir demain des créations d'emplois dans des métiers plus qualifiés, là où les entreprises ont besoin de sanctuariser, de sécuriser les ressources, parce qu'ils savent que sur des métiers effectivement très techniques, très diplômés, on ne veut pas que le développeur, on ne veut pas que le data analyst s'en aille, donc on va le salarier. Et puis effectivement, on a tous les métiers de service, notamment les métiers de service les moins qualifiés, qui sont potentiellement donc ubérisables et donc, on va dire, auto-entrepreneuriables, en tout cas réalisables sous des statuts d'indépendance, des statuts de freelance, de micro-entrepreneurs, comme c'est d'ailleurs le cas aux États-Unis. Aujourd'hui, on est très très en dessous du ratio américain. Oui, Tanguy de Sandre, c'est une vision que vous partagez Non, pas du tout. Je pense qu'on peut tout à fait ubériser sans forcément faire de l'auto-entrepreneuriat. Je pense qu'on peut ubériser sans forcément détruire de l'emploi ou paupériser. Chez Ma Place en Crèche, on a créé
dont 25 emplois, c'est déjà ça. Mais surtout, en emploi indirect, on a créé sans doute plusieurs dizaines d'emplois parce qu'on fait travailler les crèches, on réserve énormément de places en crèche chaque jour et puis on a mis à la disposition du plus grand nombre des entreprises des places en crèche dont elles avaient besoin. L'État lui-même est très favorable à ça puisqu'il manque 100 000 places en crèche pour 2017 et 400 000 à terme. Donc on participe à toute cette économie sans détruire un seul emploi. Tous les emplois qui sont liés à ma place en crèche sont des emplois salariés. Il n'y a pas d'auto-entrepreneur. Donc au contraire, on peut faire de l'ubérisation dans la sécurité, dans l'emploi, dans la construction entre État et tout le monde. Ouais. Benoît Girardin, il y a toujours aussi cette concurrence déloyale qui va être dénoncée par les commerçants artisans face à ce mouvement de promotion du statut de l'auto-entrepreneur ou des travailleurs indépendants. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une concurrence déloyale. La première chose qu'il faut dire, c'est effectivement aujourd'hui on a plus de travailleurs indépendants avec ce nouveau statut, mais le travailleur indépendant, il existe depuis toujours. Il a toujours été possible d'être travailleur indépendant. Alors c'est vrai que ça s'est développé avec ce statut qui est un régime de cotisation sociale favorable, mais il a toujours existé. Simplement, ce qu'il faut quand même évoquer, c'est que c'est un statut. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le droit social est d'ordre public. C'est-à-dire que dès lors que les conditions du droit du travail sont réunies, le droit du travail s'applique tout de suite. Et donc on se retrouve pour certains auto-entrepreneurs en risque juridique où la requalification en contrat de travail est toujours possible. Toujours possible. Et on est bien difficile de dire, avant que le juge ait statué, si on est dans une situation de contrat de travail ou pas. Et donc les risques sont énormes. Ils sont énormes notamment pour le co-contractant. Ouais, Grégoire Leclerc et ensuite c'est vrai que ce que dit le maître est extrêmement vrai. Et je pense qu'il faut le pointer du doigt parce que c'est un des enjeux. En réalité, c'est peut-être l'enjeu juridique le plus important des 10 prochaines années. On voit bien que on a construit notre modèle social, notre modèle des retraites, notre financement de la sécurité sociale autour du dogme, ou en tout cas du bloc monolithique salarial qui est sorti du Conseil national de la résistance. Enfin, globalement, après-guerre, plein emploi, 30 glorieuses, 5% de taux de chômage. Donc on avait un modèle et on n'avait pas besoin de réfléchir à autre chose. On avait bien sûr des commerçants, des artisans qui étaient indépendants, mais c'était de tradition et c'était pas un sujet en soi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dès lors qu'on s'écarte un petit peu, par grands traits, avec des masses importantes de gens qui s'engouffrent dans un modèle un peu externe, en tout cas non traditionnel et non pensé en France, tout de suite on a une problématique juridique énorme, avec un risque effectivement très important. J'ai des cas d'auto-entrepreneurs tous les jours qui sont dans des situations inconnues juridiquement et qui sont coincés parce qu'ils ne savent pas si demain ils vont être qualifiés par l'inspection du travail, par l'URSSAF. Voilà. Bruno Teboul. Alors différentes choses. D'abord peut-être pour répondre à Tanguy de Sande, en fait, oui, je suis d'accord avec vous dès lors qu'effectivement il s'agit d'une activité là entrepreneuriale tout à fait, j'ai envie de dire, classique. Ce que l'on dénonce, c'est plutôt les effets de l'ubérisation, c'est-à-dire de ces plateformes, on va peut-être revenir quand même sur l'explication, ces plateformes qui vont désintermédier les relations entre consommateurs et donneurs d'ordre. Vous n'êtes pas dans cette logique, hein. Si on prend l'exemple caricatural de Amazon Mechanical Turk, cette plateforme par exemple, elle va permettre la mondialisation d'une main-d'œuvre qui va se revendre sur des fonctions, des tâches dites cognitives, donc de professions intermédiaires comme le web design, etc., pour $1 de l'heure. Voilà ce qu'est réellement l'ubérisation. Sur la fin dite du salariat, oui, inévitablement, on assiste à cette fin du salariat. Est-ce qu'elle est souhaitable? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin de recodifier le code du travail? Sans doute, maître. Il y a, à mon avis, un chantier qui s'ouvre. Pour autant, on doit prévenir de ce désastre. Et en l'occurrence, moi, je suis plutôt partisan pour des gens qui, demain, se retrouveront sans emploi, totalement précarisés, parce que impossible, finalement, de les former pour les faire évoluer face à la disparition de leur propre job à l'horizon de 10 ans. C'est ce que prévoit aussi la loi Macron 2. Hein, il y a un vrai plan de formation. Comment on fait évoluer les gens aujourd'hui qui occupent des fonctions qui seront totalement, qui viendront à disparaître et donc ubérisables. Je pense que l'idée d'un revenu universel, versé à tout à chacun comme un revenu d'existence, me paraît être vraiment une idée fondamentale et une idée tout aussi importante que la réforme du Code du travail. Voilà. Il ne s'agit pas de la fin du salariat. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que notre code du travail, il a été pensé en période de 30 glorieuses. À l'époque, on était employé dans les grandes sociétés, et qu'aujourd'hui, l'évolution de l'économie fait que les situations de travail sont
innombrables, différentes, variées, multiples. La difficulté, c'est que notre code du travail s'applique, en tout cas sur certains aspects, aussi bien chez un leader du BTP que chez l'artisan du coin. Et ça ne marche plus. Donc, il ne s'agit pas de la fin du salariat, il s'agit simplement d'offrir des nouveaux outils, des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles façons de travailler, le travail indépendant, qui va s'appliquer à certains. L'origine de ce système d'auto-entrepreneur, à l'origine, pourquoi on l'a fait? Ça devait être une rampe de lancement vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un passage du travail salarié à un travail indépendant pour lancer son activité et ensuite la création d'entreprises. Comme dans tout système, il y a des abus et c'est pas le cas finalement. Oui, mais on ne peut pas raisonner un système en fonction de ce qui ne va pas. Pour ça, il y a des juridictions. Donc faisons le système, raisonnons-le en fonction de ce qui va bien, parce que dans 90%, ça va bien. Et puis pour les 10% d'abus, on ira voir des avocats, on ira voir la juridiction, mais surtout ne pensons pas un système par ce qu'il peut avoir de mauvais, mais par ce qu'il a de bien. Tanguy de Sandre, c'est vrai aussi que ce qu'a dit le ministre Emmanuel Macron ce matin, il ne faut pas que la France se contente d'être un marché comme les autres pour les géants du numérique étrangers. Il ne faut pas rater le coche, en quelque sorte. Non, bien sûr. Au contraire, il faut l'anticiper, il faut le comprendre, il faut se l'approprier et puis emmener la France vers ces bouleversements. De toute façon, ils auront lieu. Avec ou sans nous, donc le mieux c'est quand même d'en faire partie. Et puis pour revenir à la notion d'ubérisation, moi je tiens quand même à vous redire qu'il y a une ubérisation positive, il y a une disruption positive. Ma place en crèche en est un exemple évident. C'est pas parce qu'on disrupte qu'on casse l'emploi, c'est pas parce qu'on disrupte qu'on prend des travailleurs. Nos emplois sont des emplois non délocalisables, le service a tendance à s'améliorer au contraire, et maintenant il est mis à disposition de tout le monde. Donc ne mettons pas tous les phénomènes d'ubérisation dans le même sac. Non, mais c'était pas mon propos, parce que je vous ai plutôt pris en exemple. J'ai plutôt, effectivement, malheureusement, décrit quelque chose qui, moi, me paraît plus pernicieux, comme ces phénomènes, effectivement, de plateforme. Vous parliez de position dominante des acteurs comme les GAFA et les Natu. Oui, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, ce qui fait leur force, c'est qu'elles sont capables, on n'en a pas complètement parlé, là, mais on va aborder le sujet, elles sont capables de lever des fonds de manière astronomique. On voit les déclarations de Nicolas Dufour qui est à hauteur de 2 milliards d'investissements effectivement pour les startups françaises. C'est déjà bien mieux que ce qu'on avait pu connaître dans les années précédentes. Mais ça ne suffit pas. 2,3 milliards, c'est le montant qu'a levé Uber, voilà, pour une valorisation de près de 45 milliards de dollars. Donc attention quand même, soyons très prudents. Je pense que les jeux ne sont pas faits, mais enfin, malheureusement, si on a perdu la bataille de la robotique, effectivement, ne perdons pas la bataille et luttons contre l'automatisation de la société. Ouais. À vous entendre quand même, on a l'impression que la société française n'est pas du tout prête d'un point de vue juridique, d'un point de vue de protection sociale, à se développer et à promouvoir l'industrie du numérique. Non, mais la société française n'est pas prête. Et bon, je suis désolé de le dire, mais je préfère le dire quand même parce que c'est mieux en le disant. C'est d'abord la faute à un certain nombre de nos dirigeants politiques qui n'ont pas pris, je crois, la mesure des enjeux et des échéances. Il faut attendre, finalement, que les VTC et leurs voitures cassées sur le périph' pour qu'on commence à se dire « Ah, il y a une problématique ». Il y a des corporatistes qui sont tellement énervés par ce qui se passe sur le marché qu'on va peut-être répondre à une solution. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on en est aux prémices de l'ombre, de l'esquisse, du début d'une loi qui va peut-être sortir en janvier-février, qui, si tout va bien, passera par un 49.3 et dont les 9/10 des décrets ne seront pas votés tout de suite, ne seront pas appliqués tout de suite, c'est le cas de la loi Macron 1, et qui, au final, trouvera peut-être son application totale dans 3-4 ans. Mais on n'est pas du tout, c'est le temps politique, le temps médiatique, le temps économique et le temps, je veux dire, ubérisable, ils ne sont pas du tout sur la même échelle. C'est fini, Uber, Airbnb, PopMyDay, tous les grands services facilement ubérisables sont déjà ubérisés. Et je veux dire, on va arriver aux avocats, on va arriver aux médecins, on va arriver aux notaires, on va arriver aux huissiers. Et il faut se dépêcher, voilà. Il faut y aller. Oui, c'est pour ça, enfin, pardonnez-moi de peut-être paraphraser ce que vous venez de dire, mais je pense que la société, elle est parfaitement prête. C'est-à-dire que quand vous lancez Uber, vous avez des milliers de gens qui veulent être chauffeurs Uber. Celui qui n'est pas prêt et qui, semble-t-il, prend encore tout son temps, c'est le politique. Quand on voit, alors sur la réforme du droit du travail, qui est un sujet, je dirais, un petit peu actuel, vient de nous annoncer que ça allait mettre 2 ans.
Moi, j'ai envie de leur dire, il y a 4 millions de chômeurs. Et on ne touche pas le contrat de travail parce qu'on considère que... Alors qu'aujourd'hui, il y a 2 outils pour résorber le chômage en droit du travail. Le premier, c'est on baisse les charges, et donc on a un travail qui est moins cher, et donc on peut embaucher. Ça, c'est pas possible parce qu'on est endetté. Ou alors on vient toucher le contrat de travail. Alors ça fera peut-être pas plaisir, mais en tout cas, c'est un des outils qu'on a pour baisser. Ouais. Et on dit on fera ça dans 2 ans. Mais l'opinion publique, elle est prête. Hein. Ouais, c'est un autre débat. Tanguy de Sandre, sur cette question aussi du financement, on a entendu Emmanuel Macron vouloir développer une forme de fonds de pension à la française. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, selon vous, cette idée du ministre? Je ne sais pas exactement comment il veut le faire. Il a expliqué qu'un fonds de pension à la française, ce serait bien parce qu'on investirait directement dans les entreprises, mais à partir du moment où l'État investi avec les impôts des Français dans les entreprises, c'est pas direct. C'est même très loin d'être direct. Justement, en parlant d'ubérisation, il y a des solutions pour que les entreprises puissent lever de l'argent. Ce que je pense, c'est que des solutions comme la nôtre n'ont pas besoin pas forcément besoin de l'État pour trouver de l'argent, et que malheureusement, l'État risque de ne pas trouver tant que ça de preneurs pour son fonds, parce que quand le service est bon, quand le service est amélioré, comme ce qu'on fait tous les jours, comme ce que Blablacar fait tous les jours, comme ce que Airbnb fait tous les jours, eh bien, on trouve de l'argent, on trouve des clients, on trouve des partenaires. Et nous, chez Ma Place en Crèche, pour l'instant, on n'a pas eu besoin de se faire subventionner par l'État. Alors, vous avez de la chance sur cette question du financement et du fonds de pension à la française. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit les États comme effectivement les États-Unis notamment, ou Israël, on voit bien que la R&D a été financée, celle qui a eu effectivement des répercussions sur l'économie. Elle a été financée essentiellement par la recherche publique. On sait à quel point, malheureusement, je suis bien placé pour le savoir, nos enseignants-chercheurs ne sont pas forcément les mieux payés en France, même loin de là. Dans l'ensemble de la CE, on doit être à un niveau de salaire le plus bas, pour être tout à fait clair sur ces sujets. Donc je pense qu'au contraire, les initiatives de la BPI, d'une banque d'investissement européenne et le financement de la recherche publique doivent s'intensifier. Nous avons besoin, si on doit demain, encore une fois, lutter contre des géants américains, de développer la recherche, parce qu'on a une excellence académique en France sur laquelle on doit miser et investir. Ne pas se faire ubériser par, effectivement, les GAFA et les Natu qui viendraient installer comme par hasard, regardez, leur laboratoire de R&D en France, mais plutôt aller exporter nos cerveaux dans de bonnes conditions et développer notre R&D en France et en Europe. Donc ça va de pair avec le financement effectivement privé. Ouais, Grégoire Leclerc, pour conclure peut-être rapidement sur ce débat. Moi je veux quand même tirer mon chapeau. On a toujours un peu l'air, quand on est entrepreneur, de taper sur les politiques en disant vous en serez pas assez vite. Je voudrais quand même tirer mon chapeau à Emmanuel Macron, parce que malgré tout, pour une fois, il y a de la méthode, il y a la volonté, et il y a, je pense, un pragmatisme économique qu'on avait rarement vu jusqu'alors. Donc c'est plutôt un bon signe. Il faut que ça avance et que les corporatismes laissent un peu le champ libre. Chapeau à Axel Lemaire également, qui a quand même bien œuvré. La secrétaire d'État au numérique. Absolument. Merci à tous les cas d'avoir été les invités de Sénat 360. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information sur Public Sénat. C'est à 22h. On va plus loin, présenté par Sonia Mabrouk et Paul Bouffard. Bonne soirée, à demain. Thank you.